We Do Biz, premier sur les entrepreneurs. Les entrepreneurs bougent, partagent sur We Do Biz. Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Thomas Benzazon et j'ai le plaisir de vous retrouver une fois de plus pour votre émission en direct Entrepreneur le Live. Attention, une élection peut en cacher une autre. Après l'UMP, place aux TPE dans lesquelles les salariés sont appelés à voter pour un syndicat. Ces élections se tiendront jusqu'au 12 décembre avec un objectif clair, celui d'avoir des syndicats plus représentatifs dans notre pays. Pourquoi faire? À quoi ça sert? Les salariés s'y intéressent-ils sans en avoir l'air? Nous avons intitulé cette émission Élections TPE, les syndicats, je ne connais pas. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent commenter, compléter, bien évidemment questionner nos invités sur les comptes Twitter et Facebook de We Do Biz. Pour aborder ce sujet, nous accueillons sur le plateau Éric Pérez, secrétaire général chez FOCadre et vice-président de l'APEC. Est également avec nous Nicolas Bourgeois-Legrain, entrepreneur, sérieux entrepreneur avec une TPE donc de moins de 11 salariés dans le conseil et une autre dans le retail. Messieurs, ces élections syndicales dans les TPE, c'est une première. On n'en a pas ou peu entendu parler. Comment vous l'expliquez ? Bonjour en tout cas, merci de cette invitation. Comment on l'explique? J'ai envie de dire que les pouvoirs publics n'ont pas forcément fait tous les efforts nécessaires pour pouvoir expliquer aux salariés en général et surtout aux salariés des TPE l'enjeu de ces élections. Alors il y a des sites internet bien évidemment, et c'est la raison pour laquelle notre organisation, mais d'autres organisations syndicales, ont fait tous les efforts nécessaires en termes de communication, de diffusion sur les médias de l'enjeu de ces élections. Donc je crois que lorsqu'un gouvernement et les parlementaires décident de mettre en place des dispositifs pour permettre aux électeurs, enfin aux salariés des TPE de voter, ils doivent éventuellement aussi faire en sorte de leur faire connaître toutes les modalités nécessaires et les encourager à participer à ces élections. Donc aujourd'hui, Éric Pérez, la faute au gouvernement? En partie au gouvernement, en tout cas des pouvoirs publics qui n'ont pas forcément fait tout ce qu'il fallait pour informer les salariés. Nicolas Bourgeois-Legrain. Bonjour à tous, déjà, merci de m'avoir invité. Je partage assez l'avis de Monsieur Pérez sur l'implication, sur la communication. C'est vrai qu'on en a peu entendu parler. Par contre, il y a quand même, effectivement, vous l'avez rapidement évoqué, des sites internet qui existent et qui sont très très bien faits, sur lesquels moi-même je suis allé voir un petit peu ce qui se passait. Donc ça vous intéresse, vous, en tant qu'entrepreneur, oui, sûr, ces élections qui se déroulent dans votre boîte? Quand on ouvre une voie au dialogue et plus largement à la démocratie, c'est toujours intéressant. Je pense qu'on aurait tort de s'en détourner. Donc effectivement, je suis allé voir. C'est vrai qu'on en a peu entendu parler. Alors la faute au gouvernement, la faute peut-être surtout peut-être aux médias. On peut, excusez-moi de le dire, mais on en a pas beaucoup entendu parler dans les médias. Et peut-être que au-delà du fait d'accuser le gouvernement et les médias, ce qui est un petit peu peut-être aussi facile, peut-être que je crois que les salariés ont reçu des courriers. S'ils en parlent peu et si on en parle peu, c'est peut-être aussi que de leur côté, il y a peut-être aussi parfois un manque d'intérêt. C'est la première fois que se tient ce type d'élection. Peut-être que ça viendra avec le temps. Peut-être qu'il faudra aussi que l'offre s'adapte à ce nouveau public. On parle peut-être d'un manque d'intérêt. C'est compliqué, Éric Pérez, pour les syndicats de s'adresser à ces salariés de TPE? C'est compliqué dans le sens où ce sont des salariés qui sont par définition assez éloignés de l'organisation syndicale. D'abord, vous l'avez précisé au départ, dans une TPE, il n'y a pas de représentant de salariés, il n'y a pas de CE. Donc forcément, le seul rapport qu'ils ont avec le syndicat, c'est un rapport via les médias. C'est lorsqu'ils voient dans les manchettes de journaux telle ou telle intervention. Donc il faut déployer d'autres moyens. Et ça, c'est effectivement un enjeu pour nous, c'est-à-dire de communiquer différemment. Et c'est aussi une façon aussi de revisiter un petit peu notre pratique syndicale. Donc si je comprends bien, c'est aujourd'hui, les syndicats n'occupent pas le terrain de la petite entreprise. Ils l'occupent difficilement pour simplement, d'abord parce que c'est toujours très difficile de pouvoir repérer les salariés des très petites entreprises. Mais il y a en effet la possibilité de leur adresser de l'information quand ces salariés adhèrent. Encore faut-il leur permettre de comprendre en quoi l'action syndicale est bénéfique pour leur intérêt. Et ça, c'est tout l'enjeu des élections TPE, notamment pour des salariés dont l'essentiel de leurs droits, je ne dis pas comme sans doute dans l'entreprise de monsieur, mais il y a des négociations qui peuvent se faire de gré à gré, mais l'essentiel de leurs droits collectifs se négocie ailleurs. Et là, c'est tout l'enjeu de ces élections. Éric Pérez, je reviens sur ma question de votre occupation du terrain. C'est vrai qu'on a longtemps reproché aux syndicats, c'est encore le cas aujourd'hui, de s'intéresser principalement à leur bastion dans les grandes entreprises, dans les entreprises publiques.
La loi Fillon va changer ça? Alors, je ne sais pas si la loi Fillon de 2008 va changer cela, parce que finalement, après les élections des TPE, on va oublier ces salariés. Je vais être honnête, parce qu'autant faire ses propres critiques. Il est vrai, et je le dis ici très clairement, qu'on a eu sans doute trop tendance à conforter nos bastions. Il est beaucoup plus facile de se renforcer là où on est déjà présent et là où il y a des moyens. C'est évident. En revanche, aujourd'hui, l'évolution des entreprises, notamment des petites entreprises, avec des personnes qui sont tout à fait investies, nous oblige à revisiter notre façon de faire. Deuxièmement, je ne suis pas sûr, en revanche, que la loi sur la représentativité permette de changer grand-chose. Encore une fois, l'historique de cette loi sur la représentativité vise effectivement à calculer quels seront les syndicats en 2013 qui seront dits représentatifs. Autant dire que c'est très éloigné de la préoccupation des salariés. Nicolas Bourgeois-Legrand, vous souhaitez réagir? Moi, quand même, je pense que justement cette question de la représentativité est pas si éloignée de la préoccupation. Ce qui est éloigné, je pense aujourd'hui, c'est le message qu'on leur donne. Par curiosité, puisque j'étais invité pour l'émission, j'ai demandé à mes différents salariés, à la fois donc dans le retail, des boutiques, donc essentiellement des vendeurs, et les gens dans le conseil qui sont plutôt parfois des cadres et des gens qui sont plus dans la conception et la qualification. Alors qu'est-ce qu'ils vous disent, ces salariés? Ils sont allés voir un petit peu le site, ils sont allés voir les programmes, et c'est vrai qu'on tombe sur des tracts rouge sang ou qui sont d'ailleurs très bien faits d'un point de vue communication, c'est pas mal, sauf que ça s'adresse, je pense, pas aux bonnes personnes. C'est-à-dire qu'on a un programme rouge sang où on cherche des idées. Et où quand on voit la proposition essentielle qu'il y avait par exemple chez vous, chez FO, c'était augmentation des salaires. Et nous, je pense que à la fois mes salariés et moi, on est tous pour, mais c'est vrai que on a l'impression que le tract appartient à une culture, une forme de lutte syndicale qu'on ressent peu dans les petites TPE. Je vais vous laisser réagir ensuite, Eric Pérez. On va revenir sur toutes ces questions plus de fond, évidemment. Je reviens sur cette image des syndicats auprès des salariés. Et vous disiez, on était plutôt dans nos bastions parce qu'on savait qu'on pouvait consolider, qu'il y avait les moyens de le faire. Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a plus de choses à négocier dans des grandes entreprises que dans des TPE où a priori ça semble quand même marcher, le dialogue social. Oui, ça marche, le dialogue social, mais il peut marcher également dans les TPE. Et il y a des exemples où ça marche. Le dialogue social existe de manière naturelle dans une TPE parce qu'il y a une proximité avec son chef d'entreprise. Mais la question naturelle ne peut pas suffire. Il faut qu'en même temps, on puisse réglementer et voir mettre un petit peu, je dirais, des règles communes pour tous. Mais ça marche. Quand on pose la question de savoir est-ce qu'on peut travailler en réseau, eh bien, on peut essayer de trouver des accords. Il faut pour cela des syndicats qui puissent dire à un moment donné, attention, travailler en réseau, ce n'est pas que mauvais. Il y a aussi des possibilités de trouver des éléments qui soient bénéfiques pour le salarié. Mais le syndicat, lui, vise à garantir, à mettre en place des garde-fous. C'est la question de l'organisation du travail. Le temps de travail, la rémunération. On a évoqué tout à l'heure la question de la rémunération. C'est beaucoup plus facile dans une grande entreprise de répartir une certaine enveloppe salariale. C'est peut-être moins facile dans une TPE. Mais quels sont les autres avantages qu'on peut développer? Notamment le ticket restaurant, le ticket vacances ou d'autres primes qui peuvent se calculer différemment. Donc si je comprends bien, les revendications ne seront pas les mêmes? Elles seront les mêmes, mais simplement la manière de les aborder sera sans doute différente. Mais encore une fois, il faut bien comprendre que dans une TPE, on n'aborde pas les mêmes négociations que dans une entreprise du CAC 40 ou dans une entreprise de 500 salariés. Vous avez un DP, vous avez un CE, vous avez des délégués syndicaux. Dans une TPE, la seule possibilité de pouvoir trouver une réponse à une préoccupation, c'est d'avoir en tout cas la possibilité d'un chef d'entreprise qui soit à l'écoute de ses salariés, et ça c'est important pour lui s'il veut fidéliser ses salariés, mais ensuite il faut que le chef d'entreprise se dise au fond, lorsqu'il y aura des négociations au niveau national, la question pour moi, par exemple, de la formation de mes salariés doit être prise en compte pour toutes les entreprises TPE, de manière à éviter qu'à un moment donné, il y en ait une qui bénéficie de quelque chose et pas l'autre. Et c'est là que nous avons un rôle à jouer. Nicolas Bourgeois-Legrand, ils vous disent quoi, vos salariés? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Alors c'est extrêmement varié chez nous. Alors nous on est surtout des jeunes. Moi je suis assez jeune comme chef d'entreprise, j'ai 27 ans. Donc de façon assez naturelle, on a recruté essentiellement des jeunes. Leur problème au quotidien c'est quoi? C'est premièrement d'essayer le plus rapidement possible d'avoir un CDI. Parce que c'est dur aujourd'hui d'avoir un CDI. C'est dur pour les petits chefs d'entreprise, les petits entrepreneurs que nous sommes,
de faire confiance à quelqu'un et de leur donner, parce que derrière il y a une responsabilité qui est lourde. Moi j'ai l'habitude de dire, j'ai été chef d'entreprise tout seul, j'ai commencé mon conseil tout seul. Le jour où j'ai signé mon premier CDI, j'ai eu le poids sur mes épaules, à la fois une fierté immense de pouvoir construire quelque chose. On a vraiment la sensation de bâtir quelque chose, et en même temps cette responsabilité. Le premier salarié, je vous assure que les 2-3 premières nuits, on y pense beaucoup. Mais c'est comme le disait Eric Pérez, c'est ça qui est formidable. On est aujourd'hui quand même dans les TPE dans une dynamique de projet, surtout chez les nouvelles générations qui cherchent, après des études souvent longues, quel que soit le secteur, un petit peu un sens à leur vie, un sens à leur travail. Ils cherchent pas seulement à avoir ce CDI et à avoir un salaire, quel qu'il soit, ils cherchent à trouver aussi un intérêt. Et au-delà de ça, on est en Île-de-France, il y a le problème du logement. Moi, l'un des problèmes essentiels de mes salariés, et ce qu'ils me demandent au quotidien, une fois qu'ils ont leur contrat, c'est j'ai envie de trouver un appart. Ça veut dire téléphone à l'agent immobilier, dis-lui que je travaille bien chez toi, dis-lui qu'il n'y a pas de souci, dis-lui que tu vas me garder, fais-moi une petite lettre pour appuyer mon dossier. C'est ça les revendications aujourd'hui chez moi. Donc ça, c'est ce qu'ils vous disent, ça c'est les revendications. Est-ce que c'est ça qui est défendu au final? Est-ce qu'on peut réglementer ce type de demande? Alors, on ne le réglemente pas. Enfin, le législateur peut réglementer. En revanche, c'est très important ce que vient de dire Nicolas. Il dit à un moment donné, moi, mes salariés ont aussi d'autres revendications. Il y a sans doute le salaire, les conditions de travail, mais il y a aussi les conditions de vie. Et l'un des problèmes en Île-de-France, c'est effectivement l'accès au logement. Il faut savoir tout simplement qu'aujourd'hui, EFO et d'autres organisations, nous avons négocié avec le MEDEF, par exemple, des accords qui permettent aux jeunes salariés de pouvoir, dans leur premier emploi, bénéficier d'une caution lorsqu'ils vont accéder à un logement. Donc il y a des C'est quoi? C'est un salaire en plus? Non, c'est-à-dire par exemple, vous avez autour des banques aujourd'hui ou de l'Action Logement, ce qui était l'ancien 1% logement, l'idée c'est de dire aujourd'hui, un salarié qui va trouver un emploi a des difficultés demain pour pouvoir accéder à un logement parce qu'il n'a pas forcément la caution ou le salaire. Et ça, quelle que soit la taille de son entreprise? Tout à fait, la possibilité effectivement aujourd'hui, mais ça se négocie au niveau des branches d'activité. Alors ça peut se négocier aussi dans un accord interprofessionnel, c'est-à-dire qui couvre l'ensemble des entreprises. Donc à ce moment-là, on a un droit minimal, mais on peut très bien après, dans un secteur particulier, que ce soit l'industrie ou les services, renforcer ce dispositif. Donc on voit bien là la qualité du dialogue social quand ça répond effectivement aux préoccupations des salariés. Nicolas Bourgeois-Legrand. Quand j'entends ça, je trouve ça extraordinaire et hyper intéressant. Le problème, c'est que nous, sur le terrain, on n'est absolument pas informés de ça, ni par les uns, ni par les autres, ni les salariés, ni moi-même, j'ai pas honte de le dire, parce que premièrement, on a d'autres choses à faire, on est focalisé sur d'autres choses. Donc peut-être que le rôle des syndicats, et c'est là où effectivement on disait peut-être que tout le monde ait les mêmes droits, c'est ce qui ressort dans tous les tracts pour cette élection. Je suis le premier d'accord. Évidemment, j'ai pas envie que mes salariés soient plus malheureux qu'ailleurs. J'ai envie qu'ils soient plus heureux qu'ailleurs parce qu'on est une équipe, on construit quelque chose ensemble et on travaille côte à côte tous les jours. Donc, on a intérêt à être tous heureux ensemble. Donc, c'est aussi ça. Le dialogue social chez nous, c'est différent dans une grosse entreprise. Moi, j'ai travaillé quand j'étais plus jeune au printemps. C'est sûr que c'est organisé très différemment. Maintenant, si les syndicats viennent pour avoir des revendications brutes, je parlais des tracts tout à l'heure, rouge sang, avec les augmentations de salaire. C'est vrai qu'à la fois mes salariés et moi-même, on comprend pas tellement le sens de tout ça. Si c'est pour venir faire une lutte, ça nous intéresse pas. Si c'est pour venir nous informer, eux comme nous, pour pouvoir avancer ensemble, là je pense qu'on a quelque chose à faire ensemble. Donc l'entrepreneur que vous êtes accepte les informations. Avec joie. Pas les revendications. Si on a des outils pour améliorer la situation, moi je suis preneur évidemment. Si maintenant le but est d'instaurer un clivage, je pense que c'est pas l'état d'esprit. Vous savez, une TPE c'est une barque. On est tous ensemble. Souvent, on rame tout seul au début parce que le vent a du mal à souffler dans les voiles, donc on doit ramer. Quand on en a la possibilité, on prend quelques personnes pour ramer avec nous. Et quand le vent commence à souffler, on est très heureux quand on va tous assez vite ensemble. Maintenant, si au lieu de ramer et d'avancer et de capter le vent, on commence à se chamailler, on coule tous. Voilà. Oui, alors si vous me permettez, simplement il n'a pas souhaité faire une caricature, mais les syndicats ne sont là pas pour bloquer l'avancée ou le développement d'une entreprise. J'ai envie de dire de manière très simple, l'entreprise comme la vôtre ici, au fond, c'est l'outil de travail de chacun. On n'a pas envie de voir l'entreprise se fermer. En revanche, il faut bien comprendre que s'il n'y a pas de dialogue social normalisé au sens de règles et de principes qui permettent aux salariés de connaître leurs droits, on laisse place
au comportement naturel. Et là, ce que moi j'appelle comportement naturel dans un syndicaliste, c'est le rapport de force. Or, le droit ne se constitue pas sur le rapport de force. Sinon, vous allez avoir des entreprises dans lesquelles, effectivement, si le climat social est parfait, les choses se passeront bien. En revanche, s'il y a des préoccupations qui n'ont pas de réponse, vous avez un climat qui va se détériorer très rapidement. Et là, ça peut laisser place aussi parfois au conflit. Alors, on parle d'un rapport de force qui est aujourd'hui, à ce que je comprends du témoignage de Nicolas Bourgeois-Legrain, c'est pas un rapport de force, c'est un échange où on sent qu'on est tous dans le même bateau. Et on discute, du coup, je me permets une petite question, pas vicelarde, mais si ça marche le dialogue social dans les TPE, pourquoi on aurait besoin des syndicats pour réglementer quelque chose qui fonctionne? Non, on a besoin des syndicats, et je vais vous dire pourquoi on a besoin des syndicats. Tout à l'heure, Nicolas a évoqué sur la question, je crois, à un moment donné, de la réglementation. Pourquoi les syndicats? Parce que les syndicats, avec les organisations syndicales patronales, c'est-à-dire qu'elles vont décider ensemble quels sont les meilleurs moyens pour pouvoir faire avancer à la fois les intérêts des salariés et les intérêts des entreprises. Si les syndicats ne sont pas là, le patronat, d'une manière générale, n'a pas d'interlocuteur direct, qui soit directement lié à l'entreprise. Simplement, si vous ne faites pas ça, ce qui va se passer, c'est l'État qui prendra la main. Donc là, on risque de se retrouver avec des lois ou des réglementations qui peuvent parfois être complètement à rebours de l'intérêt des salariés, voire de l'intérêt des entreprises. Donc je pense qu'avoir un véritable dialogue, ça permet tout simplement de le cadrer, ça permet aussi aux chefs d'entreprise de comprendre que dans l'entreprise, il y a des salariés qui sont en attente de réponse, à nous aussi de faire notre travail. C'est-à-dire, il faut qu'on soit capable aussi de ne pas réduire une revendication à un tract rouge sang. Non, je pense que les syndicats sont capables aujourd'hui d'apporter on fait de la com, c'est ça. Mais je pense que l'intérêt, notamment sur la question de la rémunération, juste 2 secondes, il l'a évoqué, je veux le dire. Bien sûr que le salaire, c'est important même pour un chef d'entreprise, et on le voit bien. Mais il n'y a pas que ça. Il est vrai que si j'arrive à travailler dans une entreprise où j'ai le sentiment que je participe à un projet industriel, que je donne du sens, que j'ai la possibilité d'échanger, d'avoir un rapport direct, alors qu'aujourd'hui dans les entreprises, nombreux sont les cadres qui sont très éloignés des directions d'entreprise, eh bien vous aurez effectivement la possibilité d'avoir un dialogue et quelque chose qui permettra à l'entreprise d'évoluer et de faire face aux défis. Nicolas Bourgeois-Legrain, vous souhaitiez réagir? Non, j'allais dire réagir au rouge sang. Je voyais sur votre axe rouge sang, mais je vois sur votre carte de visite que vous êtes orange et bleu. Donc non, finalement bleu et jaune. Ouais. Bleu et jaune, voilà, pardon. Donc on a déjà un effort de communication pour apaiser, et ce qui est encourageant. Oui. Bon, revenons sur les enjeux de ces élections. Qu'est-ce que ça va changer au quotidien pour les salariés? Ce que ça va changer pour les salariés au quotidien, j'ai envie de dire que pour les salariés aujourd'hui, au quotidien, ça ne va pas changer strictement les choses dans la mesure où il ne va y pas avoir de CE, il ne va pas y avoir de délégué syndical. En revanche, je le dis très clairement, c'est l'occasion, encore une fois pour les syndicats, de conforter une action en direction de 4,5 millions de salariés. C'est les faire sortir de l'ombre. C'est aussi pour nous. C'est-à-dire que l'enjeu est plus pour les syndicats que pour les salariés. Non, parce que contrairement à ce que l'on pense, bien sûr que les syndicats, si les syndicats ne sont pas représentatifs, s'ils ne pèsent pas lors des négociations, les salariés de ces TPE, demain, s'il s'agit d'une augmentation collective de salaire, ils ne pourront pas l'obtenir si, au niveau national, il n'y a pas de syndicat pour négocier. L'essentiel des droits dans notre pays, à défaut d'avoir un syndicat dans une entreprise, repose sur ce qu'on appelle les conventions collectives. Et donc, dans ces entreprises-là, vous avez 4,5 millions, c'est les salariés employeurs, ce sont des boulangers, pharmaciens. S'il n'y a pas d'accord sur les salaires dans l'entreprise, il y aura des accords minimaux au niveau d'une branche. Pour cela, il faut des syndicats. Donc, un salarié, lorsqu'il va donner à un moment donné sa voix à un syndicat, il fait le choix d'un syndicat en fonction des valeurs qui sont les siennes, mais aussi en fonction du poids qu'il aura lors de ces négociations. Donc, ça changera également aussi quelque chose, et j'en terminerai là sur le point, c'est important, que les salariés comprennent que le fait qu'ils soient dans une TPE ne leur dispense pas de faire valoir leurs droits, qu'ils ont bien des organisations syndicales qui tiennent compte aussi de leurs conditions de travail et de leurs préoccupations. Je reviens sur les enjeux quand même pour les syndicats. Ah, oui, syndicats, oui. Quel est le syndicat ou quels sont les syndicats qui ont le plus à perdre? Je ne vais pas ici faire la liste de ceux qui vont gagner ou perdre, mais vous avez tout à l'heure au départ dit pratiquement quel était le contexte. C'est la loi 2008 sur la représentativité syndicale. En 2013, tous les syndicats vont devoir effectivement calculer leur représentativité. Comment elle se passe? Eh bien, tout simplement, on consolide
tous les résultats dans toutes les entreprises. Et on fait remonter ça au niveau national. Une organisation nationale qui a 8% est dite ou sera dite représentative. Donc à partir de là, il suffit de faire un parallèle avec les dernières élections prud'homales et vous allez vous apercevoir que vous avez 3 organisations qui ressortent assez importantes et vous en avez 2 très connues, pour ne pas les citer, la CFTC, la CGC, qui sont à 8%. Donc vous voyez bien qu'à un moment donné, ils sont sur le fil du rasoir. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ne seront pas représentatifs? Ils vont disparaître? Alors, oui. Ils vont lancer leur entreprise à défaut d'une autre activité? Ou une scission, ou un rassemblement. Non, nous n'avons jamais été pour cette loi sur la représentativité syndicale, parce que cette loi visait, d'une certaine manière, à réduire le champ syndical à 2, voire une composante. Nous concevons, nous, à Force ouvrière, qu'il y a une diversité syndicale parce qu'il y a une diversité aussi dans le monde du salariat et en termes de valeur. Donc, ce qui va se passer simplement, c'est que lorsque l'organisation syndicale ne sera pas représentative dans l'entreprise, il faut avoir 10%, et au niveau national, elle ne pourra plus participer aux négociations. Éric Pérez, j'ai compté dans les tracts, etc., une vingtaine de syndicats en lice. On a intitulé cette émission « Syndicats, je ne connais pas ». Pour beaucoup, oui, on les connaît pas. Est-ce que finalement, et à mon avis c'est la même chose pour les 4,5 millions de salariés qui sont appelés à voter, finalement on va pas voter pour les 2-3 qu'on connaît de manière presque intuitive? Non, pas forcément, parce que vous avez ce qu'on appelle des accords de branche au niveau des régions. Vous avez des syndicats, je vais vous prendre un exemple. En Corse, par exemple, vous allez avoir des syndicats locaux. Vous allez avoir dans les dom-toms aussi des syndicats qui sont liés au territoire. Vous avez des accords sur une région. Donc vous avez des syndicats qui sont liés à un territoire, à une branche d'activité, donc qui peut avoir une audience localement, mais pas au niveau national. D'une manière générale, les 3 grandes organisations syndicales, les 5 grandes organisations syndicales aujourd'hui sont connues de tous les salariés, ne serait-ce que par les médias et les radios comme la vôtre. Et effectivement, alors on s'adresse, je viens de le dire, à 4,5 millions de salariés de TPE. Si la participation est faible, alors comme en plus on n'en a pas entendu parler, ça risque pas d'être non plus mirobolant. Est-ce que les syndicats ressortiront encore plus affaiblis finalement? Non, ce ne sont pas les syndicats qui ressortiront plus affaiblis, malheureusement. Je crois que ce seront simplement les salariés, eux, qui vont avoir une distance encore plus grande par rapport aux syndicats. Moi, je crois que Nicolas Bourgeois-Legrand. Il y a quand même un enjeu majeur, c'est que là, j'explique les quelques salariés que j'ai dans les 2 sociétés, il y en a quand même aucun aujourd'hui qui en allant voir le site, en consultant les tracts, donc en s'étant intéressé, m'a dit voilà, moi je vais voter pour ça parce que ça m'inspire, parce que voilà, sur la vingtaine de tracts que vous évoquiez, cadre et non cadre. Donc il y a quand même un enjeu majeur. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais je crois que la participation, si elle est très réduite, il faut quand même en déduire qu'il y a un moment où ces syndicats ont encore du mal à parler à ces salariés. Et je crois qu'il va falloir aussi qu'ils puissent adapter leur discours, on parlait de revendications, pourquoi pas, leurs propositions en tout cas, à ces salariés qui ont sûrement une culture très différente et à qui ces tracts finalement n'ont pas l'air d'évoquer grand-chose. On parle des tracts depuis tout à l'heure, je sens que là c'est le moment d'y aller. C'est son badin, oui, je vous propose mais il n'a pas tort. J'en parle simplement. Alors, c'est ça qui est proposé. Pas simplement pour les TPE, même pour les grandes entreprises. Si je peux me permettre, je parle des tracts tout simplement parce qu'aujourd'hui, sur cette élection, c'est la seule communication qu'on peut avoir si on s'y intéresse. La seule information, c'est celle-là. Bon, alors je vous propose une petite liste de citations et des principales revendications relevées dans les tracts syndicaux pour ces élections. Je vous laisse me dire si vous y adhérez ou pas finalement. Le salaire minimum doit être porté à 1 700 € pour un temps plein. Qui veut prendre ? Prendre, oui. Enfin, il faut en tout cas aujourd'hui, si on veut relancer la croissance, il faut relancer aussi la question du pouvoir d'achat. Maintenant, c'est pas un claquement de doigts qu'on va y arriver, mais la question du salaire aujourd'hui est déterminante si l'on veut relancer la machine économique. Ils sont au SMIC. Pour moi, dans une TPE, c'est pas compliqué. L'enjeu, c'est quoi ? C'est de survivre, d'avancer. C'est déjà éventuellement, si on a un bureau ou un ordinateur, payer son matériel. Ensuite, c'est d'essayer de recruter des gens, si possible, consolidés. C'est-à-dire qu'au début, il y a pas photo. Souvent, on a des stagiaires. Ensuite, on a des CDD. Et ensuite, si on joue le jeu, nous, en tant que chef d'entreprise, on prend des CDI. C'est déjà un enjeu, on se mouille quand on fait ça et quand on est tout petit. Alors là, on évoque la rémunération. Alors sur la rémunération, et c'est là où j'en arrive là, si on prend le risque déjà de faire des CDI à des niveaux de salaire
chargés qui peuvent déjà être lourds pour des toutes petites entreprises comme les nôtres. Moi, je suis pour que tout le monde gagne beaucoup d'argent. C'est merveilleux. Je suis aussi contre tout ce qu'il y a de mal dans le monde. Mais il y a un moment où il faut voir les moyens qu'on a sur le terrain et ce qu'on peut faire. Et donc je pense qu'effectivement, mettre les salaires les plus hauts possibles, c'est notre défi, c'est notre enjeu. Et personnellement, moi, quand j'ai des gens qui sont bien payés, et j'en ai quelques-uns qui commencent à être même vraiment bien payés, je suis le plus heureux du monde. Simplement, quand on débute, parfois c'est compliqué et il faut aussi qu'on tienne compte de ça. Donc concrètement, si on arrive à 1 700 euros, c'est trop? Il y a beaucoup d'entreprises qui feront que de la sous-traitance, c'est clair. La conséquence, elle est directe. Au-delà de la question du plafond 1700, d'abord une fois, on ne décrète pas. Et c'est encore une fois pourquoi il est important d'avoir des organisations syndicales, patronales et salariés pour pouvoir négocier dans les branches, dans les activités, enfin les différents secteurs d'entreprise, des salaires minimaux. On ne va pas passer comme ça de 1400 à 1700. Il faut que ce soit progressif. Deuxièmement, ce que je veux dire aussi par rapport à la question des salaires, c'est important. Une TPE, si elle veut vivre demain, il faut qu'elle vende ses services, il faut qu'elle vende ses produits, mais il faut aussi qu'elle ait en face des consommateurs qui aient un pouvoir d'achat. Donc c'est ce cercle vertueux qu'il faut aujourd'hui relancer. Et la question de la rémunération également, au-delà d'un plafond, d'un niveau, c'est aussi la question de la rétribution. Ça veut dire, à un moment donné, je rémunère aussi la qualification, l'engagement et le projet. Alors, moi, si je peux me permettre là-dessus, l'enjeu, il est simple. La qualification, elle est de plus en plus dure, puisque tout le monde, maintenant, est qualifié. Donc, elle est de plus en plus dure à rémunérer à sa juste valeur. Et franchement, que ce soit à la fac, dans les écoles, on se donne beaucoup dans les études, c'est très dur. Moi, j'en suis sorti il y a pas longtemps, et on n'est pas toujours rémunéré à la bonne hauteur. Je suis le premier à être d'accord. Seulement, comme tout le monde est qualifié, ça devient de plus en plus compliqué. L'enjeu sur l'arbitrage, sur le niveau du salaire, il est simple. C'est rémunérer suffisamment les gens qui travaillent avec vous pour qu'ils puissent se loger correctement. On parlait tous les deux du logement et on sait que c'est de plus en plus dur. Donc on a besoin de salaires relativement élevés et en même temps, on a besoin de laisser de l'air aux entreprises. Pourquoi ? Parce que si les salaires sont trop hauts, qu'est-ce qu'on a ? On a le succès du régime de l'entrepreneur, qui est l'auto-entrepreneur, qui est formidable, mais qui masque quoi ? Qui masque aussi beaucoup de sous-traitance. Vous voulez que je vous fasse un scoop ? Allez, tant qu'à faire. On aime bien les scoops sur faire un scoop. Je vous dis quelque chose. Je ne veux pas vous faire le discours contre les exonérations des entreprises, mais je serais beaucoup plus favorable à ce qu'on mette le paquet en termes d'exonération sociale sur des hauts salaires dans des TPE qui ont besoin demain d'avoir un ingénieur pour créer et innover, parce que c'est ça aussi le défi d'une TPE, que de se mettre en place des exonérations à par milliards qui vont être concentrées dans des grands groupes pour lesquels c'est un effet d'aubaine. Donc il y a des réflexions, et dont les TPE notamment, à recruter, notamment face au numérique, il faut investir chez les ingénieurs, et donc là, à un moment donné, peut-être qu'il faut concentrer plus d'exonérations dans les petites TPE ou les entreprises naissantes. Là-dessus, moi, je souscris totalement aux propos de Monsieur Pérez. Moi, mon premier salarié, ça a été un salarié qui m'a coûté très cher dès le début parce qu'il était très qualifié et très bon. Je peux vous dire que quand vous prenez une responsabilité de salarier quelqu'un qui vous coûte 3 500 chargés par mois, quand vous êtes tout seul et quand vous payez pas encore, c'est dur. Comme vous mettez d'accord, je vous propose de remettre un peu d'huile sur le feu et je poursuis avec mes citations. Voyez, c'est lui qui crée le rapport. C'est le conflit. C'est les médias, encore une fois. C'est toujours la faute des médias. Il manquerait plus qu'on fasse de la politique et ce serait doublement notre faute. Alors, dans les TPE, règne la surexploitation car sous prétexte que le patron est visible, on ne devrait pas compter nos heures. Non, là on arrive dans le rouge. Il faut être honnête. Ça ne vaut pas dans toutes les TPE, mais il faut être aussi également honnête. Il y a des secteurs où effectivement c'est extrêmement compliqué et très difficile. On peut les citer ? Vous avez par exemple le secteur du nettoyage. Ou vous savez, quand vous voyez ces personnes qui nettoient les métros ou dans certaines entreprises, ces femmes de ménage qui viennent travailler à des heures pas possibles, c'est parfois des conditions de travail extrêmement difficile, voire des fois limite. Donc, je ne suis pas en train de faire le procès de ces chefs d'entreprise, mais vous ne pouvez pas comparer une TPE innovante qui va développer un projet où vous avez des gens et des jeunes générations qui sont tout à fait à fond dans un projet et une entreprise sous-traitante ou voire pratiquement à un 5e niveau qui sous-traite avec un donneur d'ordre. Donc là, il y a une réflexion sur les salariés non qualifiés. Non, ce qui est vrai par contre rapidement, c'est que lorsqu'on est dans une proximité aussi étroite avec son chef d'entreprise dans une TPE, on n'a pas le même type de rapport que dans un grand groupe. Donc la proximité peut aussi parfois ouvrir au débat, mais elle peut parfois aussi vous replier parce qu'on a peur que certains sujets soient moins évidents.
Par exemple, la question du temps de travail, le stress peut être un sujet tabou dans une boîte. Parce que on peut vous dire, attends, tu n'es peut-être pas à la hauteur, tu n'es peut-être pas aussi bon, voilà. Donc, soyons extrêmement vigilants là-dessus. Non, c'était pas assez rouchant ou ça? Alors, je crois que ça venait vous nous avez dit de la CNT. Moi, j'ai même quand j'étais étudiant, j'ai un petit peu manifesté. Moi, je les connais. C'est le petit chat noir qu'on voit dans toutes les manifs. Donc, je veux dire, bon, c'est quand même un peu caricatural. Ce que j'ai à dire là-dessus, sur les propos, le patron, voilà, machin, sous prétexte que, voilà, on sent la rhétorique de la grosse manip, de l'affrontement. Donc tout ça, j'y souscris pas. Par contre, là où j'y souscris et là où je suis d'accord, encore une fois, finalement, on va il va prendre ma carte. On va boire un verre ensemble après, on va discuter. Tous dans le même bateau, on l'a dit, sur Udoubiz aussi apparemment. Mais là où je suis encore d'accord avec monsieur Eric Pérez, c'est que sur les deux sociétés qui sont très différentes, sur le conseil, effectivement, on est dans des projets et j'attends, et on parlait tout à l'heure de salariés qui sont très bien rémunérés alors que moi, la trésorerie de la société était faible. Là, on attend effectivement à ce que tout le monde se mouille parce qu'on est dans une dynamique de projet et que effectivement, parfois les horaires dérapent un peu, etc. Autant par exemple sur le retail où on a des vendeuses qui font leur boulot et qui parfois même sont étudiantes en même temps, etc. Là, si à 30 elle a fini son service, et à 31 c'est un associé qui prend le relais et qui se fait la nocturne ou qui se fait le samedi matin ou qui se fait le vendredi soir et c'est ce qu'on fait toutes les semaines. Et ça on le comprend parfaitement. Elles n'ont pas à rester indéfiniment. Par contre, dans effectivement des sociétés innovantes de projets avec de la forte valeur ajoutée et des hauts salaires, on attend aussi une collaboration qui peut parfois être différente. Allez, rapidement, on essaie d'accélérer parce qu'on dépasse déjà amplement le temps imparti. Mais je poursuis avec mes propositions, les revendications des tracts syndicaux. Des droits sociaux identiques à ceux de grandes entreprises. Alors, je précise, mutuelles, prévoyance, culture, indemnité déjeuner, vacances, 13e mois. Oui, il faut trouver. On peut mettre tout ça dans la TPE. On peut. Alors après, il y a des modalités. Par exemple, on va prendre un exemple. Les services, les crèches. Par exemple, vous avez des entreprises où vous avez la possibilité d'avoir une crèche et permet à une de vos collaboratrices ou à un collaborateur, s'il garde son enfant, de pouvoir éventuellement avoir ce type de service. Pourquoi ne pas réfléchir à mutualiser certains services de cet ordre? Ça existe déjà pour des TPE sur un territoire, sur une région. Donc il y a la possibilité. Le chèque service ou le chèque déjeuner, il y a des possibilités de faire en sorte effectivement que ce soit obligatoire. Il y a une part entreprise, il y a une part salarié. Donc ce sont des droits effectivement qui peuvent permettre également aussi dans une entreprise, au-delà de la question du salaire, d'avoir des éléments effectivement de droit social. Il y a des choses qui vous font peur dans ces propositions, Nicolas Bourgeois-Legrand? Non, moi la seule chose qui me fait peur, moi je suis pour la démocratie, je suis pour le dialogue, je suis pour un maximum d'informations de toutes les parties. Quand on dit tout ça, généralement on est contre. Non, ce qui me fait peur, c'est justement ne pas rentrer dans les caricatures, dans une dynamique d'affrontement ou dans de la rhétorique, parce que là on est dans de la politique plus qu'autre chose, et c'est pas ce qui nous intéresse dans une TPE. Ce qu'on veut, c'est tous sauvegarder son emploi, faire avancer la boîte, se développer et bosser ensemble. Mais est-ce que tout ça, dans la question derrière ça, c'est est-ce que tout ça va pour le développement ou contre le développement de la TPE? Non, mais ça va, mais je suis d'accord. Mais par exemple, on a IFO, là, récemment, on a pris conscience que certains salariés des TPE, mais pas que des TPE, n'avaient pas de complémentaire santé suffisante. Il appartient au syndicat de trouver. Nous avons trouvé la possibilité de signer un accord avec un organisme de protection sociale pour offrir à ces salariés une complémentaire santé. Donc voilà, c'est tout. C'est de se dire à un moment donné, j'ai des droits comme les autres salariés. Et c'est important dans une entreprise de se sentir à un moment donné pas lésé. Ça ne fait pas reposer toute la responsabilité sur l'employeur. Voilà, c'est très rapidement. Pardonnez-moi, je vous coupe, Eric Pérez. Avant de passer aux questions flash, peut-on rappeler succinctement qui peut voter et comment voter? Alors, qui peut voter? Ce sont tous les salariés du secteur privé âgés de 16 ans qui étaient donc en contrat jusqu'au 31 décembre 2011. Ils peuvent voter dès demain jusqu'au 12 décembre, pardonnez-moi, et on aura les résultats 21 décembre. Donc tout le monde peut voter, y compris, je le précise, les apprentis également. Un petit pronostic sur... Un pronostic? Oui, sur les résultats. Je n'ai pas de boule de cristal. Ou la participation. Il est vrai que nous en tout cas, à AFO, fait en sorte d'avoir des sites internet de la médiation, de la proximité. Sans doute qu'il y aura, compte tenu de la crise aussi, un besoin de la part des salariés d'avoir de la protection sociale et ça passe par les syndicats.
Allez, c'est le moment des questions flash avec les élections TPE toujours. Existe-t-il une sorte de COCOE chargé de gérer les litiges en cas de vote trop serré? Il y a plus la comme c'était le cas à il y a l'UMP. la commission des recours également. Eh Enfin, oui. Il y a un là, truc comme ça qui existe. de toute façon, tout ça est centralisé au niveau du ministère du Travail. Ces gouvernements. Alors, il est vrai, je le dis très clairement, je ne sais pas comment ils vont faire. Au niveau des TPE, ce sera sans doute aisé, mais en 2013, quand il va falloir consolider toutes les élections professionnelles pour ensuite définir quels seront les élus, entre guillemets, effectivement, ça sera une sacrée paire de manches, parce que vous imaginez qu'une organisation qui a 8% passera, une qui a 7,9 ne passera pas. Elle ne passera pas. Donc les 0,1 vont devenir à 28 voix près un enjeu considérable. Bon, ça va être marrant à suivre également. Nicolas Bourgeois-Legrand. Alors moi j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe chez eux. Il n'y a pas d'élection. Je viens de découvrir. C'est vrai que c'est un petit peu quand même obscur ces élections. On n'arrive pas à comprendre trop comment ça marche, ni les salariés, ni nous les employeurs. Je pense que et encore une fois là-dessus, c'est quand même une dynamique qui a été faite entre le précédent gouvernement et les syndicats. Et j'ai l'impression qu'on est quand même un peu loin des TPE encore une fois. Plus sérieusement, syndicats et patronat sont en pleine négociation depuis la conférence sociale de juillet. Où est-ce qu'on en est dans les négociations? Alors, dans les négociations, on a des infos là-dessus. Rappelez à vos auditeurs quand même que les salariés des TPE pourront voter par correspondance ou par Internet, donc, et sur sigle. Malheureusement pas sur une liste nominative. Donc ils vont devoir... Où est-ce qu'on en est? On a 2 grandes négociations en cours aujourd'hui. C'est la négociation compétitivité-emploi. Et je ne vais pas vous cacher effectivement que les choses sont mal parties. Un scoop. Un scoop, c'est que le MEDEF ne fait pas je dirais, n'envisage pas aujourd'hui cette réflexion en termes de compétitivité. Il ne voit la flexibilité que du côté effectivement des salariés et pas beaucoup de sécurité. Et on a des propositions qui ne sont pas aujourd'hui en l'état recevables. Vous avez une autre négociation qui est importante également pour tous les salariés, c'est la question des retraites complémentaires qui est en cours, et on aura donc une prochaine négociation le 14 décembre. Nicolas Bourgeois-Legrand. Bon, moi, je fais pas partie des négociations, donc je suis pas le mieux placé pour en parler. Vous côtoyez des entrepreneurs, certains issus du MEDEF également. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Sur en tout cas sur les complémentaires retraite, etc. Bon, je crois qu'on appartient à une génération où on est tellement loin de tout ça. Moi, si vous commencez à aller voir mes salariés aujourd'hui au bureau et leur parler des revendications sur les complémentaires retraite, je crois qu'en fait, ça fera une bonne pause café et que tout le monde rigolera un peu, parce que je crois qu'ils en sentent très très loin, quoi. Oui, aujourd'hui, c'est vrai. Et pourtant, c'est un élément important dans le contrat de travail. Bon, une dernière information importante également. L'OCDE prévoit une progression continue du chômage. Alors, on va pas aller sur la croissance dans l'euro qui est prévue de manière très très faible là pour le coup, mais il prévoit du coup forcément une progression continue du chômage avec donc un taux de chômage qui s'élèverait à 10,7% en 2013 et je crois 10,9% en 2014. Alors, est-ce que vous êtes plus optimiste que l'OCDE l'un et l'autre? Moi, j'ai envie d'être optimiste. Mais pour l'être, il faut sans doute tourner le dos aux toutes politiques austéritaires. Et c'est ce que dit d'ailleurs l'OCDE. Elle dit à un moment donné, si on veut relancer la machine économique et réduire le chômage, il va falloir à un moment donné étaler dans le temps le retour à l'équilibre budgétaire. Donc, il faut relancer la croissance, y compris, cela va se jouer, y compris aux États-Unis, le fameux mur budgétaire. Est-ce que les Américains, Obama, va-t-il réussir ce pari de franchir ce mur budgétaire? Moi, j'ai une réponse qui est assez simple finalement et qui est un peu intuitive. Si j'étais pessimiste, je serais pas entrepreneur. Donc, par définition, c'est que j'y crois. Sinon, j'irais pas nager tout seul dans l'océan. Et j'y crois. Et avec mes salariés, on est sur nos petites barques et puis on avance et on espère que ça se passera bien pour nous. En tout cas, on parlait tout à l'heure des négociations, on parlait de tout ça. Je pense que la clé pour qu'on ait de la croissance, qu'on parle d'austérité, qu'on parle de relance, qu'on parle de ce qu'on veut, tout ça, c'est de l'économie, c'est de la théorie, c'est un petit peu loin de nos préoccupations quotidiennes. Nous, on a besoin qu'on croit en nous, qu'on nous encourage et qu'on soit positif, qu'on avance ensemble, surtout qu'on ne dissuade pas les entrepreneurs d'entreprendre, c'est tout ce qu'on demande.
Bon, eh bien, écoutez, on vous aura quand même mis d'accord sur pas mal de choses. Oui, hein, il y a pas eu finalement d'effusion de aujourd'hui. sang, Tout le monde ressort indemne. Aucun invité n'a été Mais en blessé tout pendant cas, le tournage. On était sur We Do Biz, dans Entrepreneur le Live. Un grand merci à vous deux. Éric Pérez, je le rappelle, secrétaire général chez FO Cadre, également vice-président de l'APEC, et également Nicolas Bourgeois-Legrain, Serial Entrepreneur. Et si on peut, si je peux conclure par là, peut-être que dans 4 ans, lors des prochaines échéances, eh bien, les syndicats seront adaptés et sauront communiquer auprès de nos TPE, et peut-être qu'on aura enfin un dialogue qui sera intéressant. On n'arrivera jamais à finir cette émission. Non, mais par contre, il a entièrement raison. On est obligé de revisiter notre façon de faire. C'est clair. Le monde du travail évolue, l'entreprise évolue, mais également les gens qui constituent les syndicats aussi ont des approches parfois différentes. Les outils sont différents et c'est à nous de les approprier, notamment pour permettre aux salariés des TPE et y compris aux chefs d'entreprise d'être plus au fait de ces négociations. Mais c'est un enjeu. Sachez que dans les médias, les conclusions évoluent également, où ce sont les invités qui finissent et qui refinissent encore. Merci à vous deux. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve très rapidement pour votre prochaine émission d'Entrepreneur le Live. À la semaine prochaine. Merci. Merci.